que je vivais dans la boîte de vos yeux. J'ai longtemps craché mon nom dans le vent, tout en espérant que vous ayez aussi mal que moi. Mais modelez-moi dans vos paperasses, comme il vous plaira, une femme, une proie ou une connasse, ce que vous voudrez de moi. Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. 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 Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. Voyez-moi en flamme ou en fou, je ne suis rien d'autre que vous. Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. Je ne suis rien d'autre que vous. Je ne suis rien d'autre que vous. J'ai longtemps pensé que vous alliez me dicter mes entrailles. J'ai longtemps souhaité que vous rendiez à mon cœur affamé ses victuailles. Mais modelez-moi dans vos paperasses, comme il vous plaira, une femme, une proie ou une connasse, ce que vous voudrez de moi. Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. Je ne suis rien d'autre que vous. Je ne suis rien d'autre que vous. Mais modelez-moi dans vos paperasses, comme il vous plaira, une femme, une proie ou une connasse, ce que vous voudrez de moi. Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. 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 Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. Voyez-moi en flamme ou en fou, je ne suis rien d'autre que vous. Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. Voyez-moi en flamme ou en fou, je ne suis rien d'autre que vous. Voyez-moi en femme ou en flou, je ne suis rien d'autre que vous. Je ne suis rien d'autre que vous. Je ne suis rien d'autre que vous. Mon nom est Amel Zaza, je vais être votre animatrice ce soir. Nous avons commencé un peu plus tôt avec la belle performance de l'artiste La Bronze, qui est cette année aussi la porte-parole des Journées québécoises de la solidarité internationale. Avant toute chose, j'aimerais commencer par reconnaître que pour ma part et pour plusieurs d'entre nous ce soir, nous sommes situés en territoire autochtone non cédé. Je reconnais la nation Kayongahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, que nous appelons Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples. Au-delà de la reconnaissance verbale et pour que notre solidarité soit effective, je nous incite à la manifester par des actions concrètes au quotidien, aussi simples soient-elles que simplement participer aux différentes actions, mobilisations et événements organisés par les personnes autochtones sur le territoire sur lequel vous êtes, apprendre et vous renseigner sur les noms, les cultures et les territoires sur lesquels vous résidez. D'ailleurs, en commentaire, on vous mettra le lien d'une application nativeland.ca si vous voulez vous renseigner et aller un peu plus loin. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce panel autour du thème « Les migrations, une histoire de solidarité » organisé par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale dans le cadre, comme je disais plus tôt, des Journées québécoises de la solidarité internationale. Cet événement est organisé en collaboration avec l'Entraide universitaire mondiale Canada et le certificat en coopération et solidarité internationale de l'Université de Montréal. Comme je disais, le cadre de cette activité est la 24e édition des GQSI,
Je voudrais aussi souligner que ces journées se déroulent actuellement dans 12 régions à travers le Québec. Notre cher auditoire qui nous écoutez ce soir, vous pouvez nous écrire en commentaire le lieu à partir duquel vous écoutez cette activité. Je vais d'abord, pour commencer, céder la parole pour un mot de bienvenue à Madame Frédérique Thomas, qui est présidente de la COSI et directrice de Mission Inclusion. La parole est à vous. Merci, Amel. Alors, juste pour rectifier, directrice de la programmation de Mission Inclusion, Frédérique Thomas. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, mesdames, nos invités de ce soir, donc la Bronze et sa musicienne Virginie, Madame Marie-Claire Roufagari et notre invitée internationale, la professeure Dioro Ndiaye. J'espère que vous vous portez bien en cette période un peu spéciale que nous vivons. Et malgré cette deuxième vague qui nous frappe fort, j'espère que vous et vos familles vous portez bien également. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Amel l'a dit, je suis Frédérique Thomas, coprésidente de l'ACOSI depuis 2018, mais également directrice de la programmation à Mission Inclusion. Alors, je suis extrêmement contente que malgré le contexte, nous puissions réaliser cette activité si importante d'éducation à la citoyenneté mondiale. Que malgré le contexte inhabituel, ce réseau soit si fort. En effet, cette année, et je le répète encore, malgré le contexte inhabituel, la COSI et ses membres présentent plus de 65 activités dans 12 régions du Québec. Une programmation encore cette année très variée, des balados et émissions de radio, des projections de films, des soirées de courts-métrages, des conférences et panels de discussion, des soirées quiz et plus encore. Tout cela se poursuit jusqu'au 14 novembre et même au-delà. Donc, je vous invite fortement et vivement à y participer. La majorité des activités sont offertes en forme virtuelle ou hybride, donc accessibles à tout le Québec. De plus, les animations jeunesse se poursuivent sur le thème des migrations dans les écoles secondaires des 12 régions où il y a une programmation. N'hésitez pas à vous rendre sur le site des GQSC pour la programmation complète. Cette année, comme vous l'avez remarqué, toutes les activités portent sur le thème de la migration, un enjeu fort important qui nous touche au Québec, mais également et surtout au niveau de la solidarité internationale. Comme la directrice générale de la COSI, Michèle Asselin, l'a si bien dit dans un article qui est paru dans le cahier spécial sur la solidarité internationale du devoir, depuis longtemps, la migration est vue comme négative parce que les images montrées par les médias sont ceux de migrants qui passent par le chemin Roxham ou qui arrivent par bateau aux portes de l'Europe. Alors que la pandémie nous frappe cette année a bien permis de démontrer au Québec que les migrants, qui sont nombreux à travailler dans le réseau de la santé, jouent un rôle essentiel, très souvent, dans les sociétés d'accueil. On peut se demander aussi pourquoi les organismes de solidarité internationale parleraient de cette thématique, puisque leurs actions se passent dans des pays étrangers. En réalité, la majorité de la migration se fait à l'intérieur même des pays, souvent des campagnes vers les villes, et dans les pays limitrophes. Que ce soit pour des questions de changement climatique, des questions économiques, des conflits armés, avant de traverser des milliers de kilomètres et des océans, les populations vulnérables migrent proches de chez eux. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur les 80 millions de personnes déracinées à la fin de l'année 2019, plus de 73% se trouvent dans un pays limitrophe de leur pays d'origine et 85% étaient accueillis par les pays du Sud. D'où le rôle important que jouent les organismes de solidarité internationale, soit en mettant sur pied divers programmes de soutien, par exemple en agriculture, pour essayer de garder les jeunes dans les campagnes, surtout dans les pays dont l'économie est principalement basée sur le secteur agricole. Ces programmes vont souvent s'attarder à des formations sur l'adaptation des méthodes d'agriculture aux aléas des changements climatiques, sur l'entrepreneuriat agricole, sur des stratégies de mise en marché, d'achat groupé et de vente collective de produits agricoles pour contribuer à l'enrichissement des communautés et pour prévenir l'exode vers les villes. Dans d'autres cas, les organismes vont appuyer des programmes dans les pays d'accueil, souvent des pays qui sont déjà aux prises avec d'importants problèmes de développement, des pays qui n'ont souvent pas les structures pour accueillir ce flot de population. Les organismes vont mettre sur pied des programmes pour aider autant les réfugiés que les populations hôtes pour répondre aux besoins alimentaires, à la malnutrition, à la santé, à la protection. Dans ces deux contextes, la solidarité internationale est primordiale.
Et elle est primordiale pour rappeler à tous que les personnes migrantes ont aussi des droits et qu'il faut les respecter. Alors, merci d'être si nombreux à participer aux activités et bonne journée québécoise de la solidarité internationale 2020. Et maintenant, je vais laisser la parole à Madame Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre de l'Immigration, qui nous adressera quelques mots par vidéo. Merci. Madame Asselin, représentant et représentante des organismes de coopération internationale et du milieu associatif, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je remercie d'emblée Michel Asselin et toute l'équipe de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale pour votre invitation à venir prendre la parole à l'occasion de ce panel sur la justice migratoire. Mes obligations à l'Assemblée nationale ne me permettent pas, malheureusement, d'être avec vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser quelques mots. Nos vies sont complètement bouleversées depuis mars dernier. On parle beaucoup des impacts de cette crise sanitaire sur notre économie, notre système de santé, l'organisation du travail ou sur nos relations sociales. Mais on ne doit pas oublier que cette pandémie frappe de plein fouet aussi le milieu de la solidarité internationale. Cette crise nous a bouleversés et a bouleversé vos opérations. Vous avez fait preuve d'une grande souplesse et de résilience pour rapidement redéployer vos actions, notamment en réalisant des projets au Québec tout en adaptant vos activités internationales et votre soutien à vos partenaires terrain. Vous démontrez la même agilité en organisant cette édition virtuelle des Journées québécoises de la solidarité internationale. C'est tout à votre honneur. D'une année à l'autre, les Journées québécoises de la solidarité internationale, un événement que je suis fière de soutenir, sont l'occasion de sensibiliser la jeunesse et la population québécoise aux enjeux de solidarité internationale. Elles contribuent au dialogue au-delà de nos différences. Cette année, plusieurs activités ont permis de mettre en valeur la contribution sociale des Québécoises et Québécois issus de l'immigration et des minorités ethnoculturelles. Je pense tout particulièrement à toutes les capsules vidéo produites, entre autres, par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, le Carrefour de la solidarité de Sherbrooke et Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Ce sont des belles initiatives, très concrètes et qui contribuent à nous rapprocher les uns des autres. Cette crise sanitaire nous a également amenés à nous adapter. En juin dernier, nous avons lancé le plan de soutien aux organismes de coopération internationale qui incluait un appel à propositions exceptionnelles pour des projets de solidarité au Québec et dans les pays de l'Afrique francophone, de l'Amérique latine et des Antilles. J'ai annoncé plus tôt aujourd'hui les 30 organismes québécois de coopération internationale, les OCI, situés dans 10 régions du Québec, qui recevront un soutien financier totalisant plus de 3,7 millions. Une partie de l'enveloppe disponible a été allouée à des OCI pour leur offrir un appui institutionnel et un soutien dans la réalisation d'activités d'éducation à la citoyenneté mondiale au Québec. Le reste de l'enveloppe offre un appui à des partenaires locaux pour réaliser des projets en Haïti et dans 16 pays d'Amérique latine et d'Afrique francophone. Les projets retenus concernent notamment les droits de la personne, avec une attention particulière à l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement économique inclusif, la santé et la sécurité alimentaire. En juin 2019, lors de la conférence de Montréal, je vous avais fait part de notre volonté d'améliorer nos programmes de solidarité internationale. Des consultations réalisées à l'automne ont mis en lumière la volonté du milieu que certains changements soient apportés pour assurer une plus grande flexibilité et prévisibilité surtout dans le financement des projets. Nous avons été à l'écoute. Une des solutions envisagées est la création d'un nouveau programme qui engloberait les 3 programmes de solidarité internationale existants. Ces changements permettraient d'avoir un programme mieux adapté à vos besoins et à ceux de vos partenaires. Ils maximiseraient vos actions à long terme tout en multipliant les formes et les possibilités de mobilité, notamment pour les jeunes.
En plus, les travaux de réflexion entourant la création de ce nouveau programme, nous poursuivons aussi nos efforts pour favoriser l'émergence de projets qui mettront en commun des expertises complémentaires de différents acteurs québécois dans les domaines d'expertise du Québec, comme l'économie sociale, les droits de la personne, l'agriculture ou la gouvernance, rendre plus visibles les activités de solidarité internationale du Québec, mettre à profit à l'étranger pour mieux accompagner les organisations québécoises qui œuvrent en solidarité internationale, donc mettre à profit notre réseau, et mieux coordonner l'action gouvernementale pour plus de cohérence et d'efficacité et favoriser le partage des meilleures pratiques. Je conclus en vous souhaitant une belle continuation des Journées québécoises de la solidarité internationale et je réitère la volonté du gouvernement de continuer à travailler avec vous pour bâtir un monde plus juste, plus inclusif, plus équitable et plus solidaire. Merci et maintenant, place au panel. Oh. Après ce mot d'introduction de la ministre Nadine Giraud, l'introduction de Madame Thomas, nous allons poursuivre en fait et introduire cette thématique dans les mots de la porte-parole de cette année, La Bronze, un texte poignant, poétique que je vous invite à écouter. Vous pouvez le consulter aussi sur le site de la COSI. Bonsoir. Ça va? Est-ce que vous me voyez? Oui. OK. Mais que s'est-il donc passé? Que s'est-il donc fucking passé pour que l'empathie originelle nous quitte? Pour que les vies humaines n'aient pas toutes la même valeur aux yeux de ceux qui détiennent le plus grand pouvoir? Que s'est-il passé pour qu'on oublie que sous les 5 mm de peau, notre anatomie est exactement la même? Pour qu'on oublie à ce point que les frontières délimitant les pays et les territoires sont des concepts inventés par l'humain et qu'à la base, cette planète est un magnifique enchevêtrement continu de végétation, de paysages, de mers et de ressources auto-renouvelables quand on les traite avec respect. Que s'est-il donc passé pour qu'on oublie qu'Einstein avait scientifiquement prouvé que nous étions toutes et tous constitués d'exactement la même chose, de l'énergie? Que s'est-il passé pour que l'hypocrisie de nos gouvernements accueille des migrants dans le réel but d'avoir du cheap labor, les forçant à travailler dans des conditions non seulement difficiles, mais où ils subissent d'horribles abus sans protection, en n'ayant pas d'accès aux droits fondamentaux de la santé et de la sécurité sociale, et ou en les gardant incarcérés dès leur arrivée et parfois séparés du reste de leur famille, même lorsqu'il s'agit d'enfants, sous prétexte qu'on est en train de valider leur identité, alors qu'ils viennent de risquer leur vie dans d'interminables et inhumains séjours où ils ont souvent subi des violences sexuelles et physiques, privés d'eau, de nourriture, d'hygiène de base et de soins pour leurs graves problèmes de santé. Je ne veux plus me nourrir que de bienveillance et de plantes. Puis qu'on se rappelle ces vérités. Les migrants auraient pu être notre mère, notre meilleure amie, notre âme sœur, nous. On aurait pu naître dans un pays en guerre, un lieu qui fasse en sorte qu'on n'aurait pas eu accès à n'importe quelle plage du monde pour nos vacances, un pays où on n'aurait même pas eu accès au concept de vacances. On aurait pu naître noir, handicapé, aimant la pizza hawaïenne ou la détestant, homosexuel, avec les cheveux roux, balafrés, avec un talent particulier pour le curling, avec les outils pour être confiant, sécure, heureux ou apatride. Et toutes ces circonstances nous auraient constitués de façon complètement aléatoire, parce qu'en dedans, on aurait été exactement la même personne. On se serait senti pareil. Pareil. Empathie, justice, accueil et bienveillance envers toutes et tous. C'est maintenant que ce monde change. Amour.
Merci Labranche sur ces mots très justes, très sensibles, coup de poing. Effectivement, notre monde a besoin d'amour et de bienveillance. Ce soir, nous avons 2 invités avec nous pour nous parler de cette thématique-là. Vous l'aurez déjà compris, nous abordons la thématique de la migration dans une perspective de justice migratoire et de droits humains. La première invitée ce soir est Madame Marie-Claire Rufagari. Je vais commencer par la présenter en quelques mots. Madame Rufagari cumule plus de 25 années d'expérience sur les questions d'immigration et de relations interculturelles. C'est une femme de cœur et de tête. Elle milite pour les droits des personnes qui n'ont pas les capacités ou les moyens de les revendiquer. Elle est reconnue pour être une médiatrice extraordinaire, dotée d'une patience peu commune. Quotidiennement, elle tente de tisser des liens entre la société d'accueil et les nouveaux et les nouvelles arrivantes, sans que chacun ou chacune n'ait à renoncer à son identité, à ses croyances ou à ses valeurs. Elle sait créer des environnements rassurants, faire tomber les barrières de ceux et celles qui sont sur leur garde et écouter ceux et celles qui se sentent menacés. C'est aussi une chercheure et une rédactrice très solide et compétente, capable de jongler avec les concepts et les idées, tant dans les milieux académiques pour des publics variés. C'est vous l'aurez compris, une grande dame qui contribue chaque jour à faire du Québec une terre d'accueil plus inclusive. La parole est à vous, Marie-Claire. Merci beaucoup pour l'invitation sur un sujet qui est si important et qui nous tient toutes et tous à cœur. Alors effectivement, la migration, c'est une histoire, des histoires individuelles et des histoires collectives. Alors moi, je suis née au Burundi, j'ai grandi au Congo et j'ai fait mes études universitaires à Bruxelles, en psychologie relationnelle et en relations publiques internationales. Mais déjà à Bruxelles, la maison où j'habitais, il y avait à peu près 45 nationalités des étudiants internationaux. Alors déjà, à cette époque, j'ai réalisé à quel point, comme l'a dit notre artiste, à quel point nous avons beaucoup de similitudes. Mais comme on l'entend, lorsqu'on ne se connaît pas, malheureusement, les préjugés, les stéréotypes et les expériences négatives ou positives peuvent prendre toute la place. Alors, quand j'entends tout le travail qui est fait par les organismes membres de la COSI, je suis vraiment très touchée parce que je réalise qu'en fait, l'histoire commence déjà dans les pays du Sud et que c'est ceux qui en accueillent le plus dont on entend le moins parler et dont on aurait beaucoup à apprendre. Alors, je suis au Québec depuis 1994, qui est un moment aussi dans l'histoire qui a marqué tout le monde. Il y a eu un génocide au Rwanda. Et ça fait 26 ans maintenant que je suis au Québec et je réalise que dans mon parcours, je porte autant l'histoire du Congo que celle du Burundi, celle du Rwanda et maintenant celle du Québec aussi. Je réalise qu'en fait, un des défis que nous avons, c'est d'ignorer cette histoire. Étant au Québec, je réalise à quel point l'histoire des Autochtones est essentielle à connaître, l'histoire des Québécois est essentielle à connaître, et l'histoire de tous ceux qui viennent de partout dans le monde avec des trajectoires, des statuts et des vécus très diversifiés. Ma maman qui était avec moi ici à Montréal, elle me disait quand elle voyait des personnes, à quel point elle me disait, mais en fait, c'est le monde en miniature. Je me disais, en fait, quel potentiel énorme pour pouvoir se connaître et découvrir tant de richesses et de potentiel. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, que les rencontres sont essentielles. Et moi, j'ai été choyée. En arrivant ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui m'ont mis en lien avec d'autres personnes, entre autres le milieu au niveau de l'immigration. Et un des premiers organismes dans lesquels j'ai été impliquée et qui m'a marquée, c'est un organisme qui s'appelle le RIVO, le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée. Et pour moi, ça faisait écho, parce que la question, tout ce qui se passe dans le monde, en fait, nous concerne toutes et tous. On ne peut pas être... tout à l'heure, j'entendais notre artiste parler de l'empathie. Nous faisons toutes et tous partie du problème et heureusement aussi de la solution. Alors, dans ce réseau, ce que j'ai appris qui m'a touchée énormément, et puis je suis en apprentissage perpétuel, j'ai rencontré en fait
des médecins, des psychiatres, des travailleurs sociaux, des psychologues, des intervenants sociaux qui se posaient une question qu'on peut se poser aussi aujourd'hui, nous aussi. Est-ce que nos interventions peuvent faire du tort? Parce que chaque personne, dans son champ d'intervention, avait réalisé que le fait de ne pas comprendre les personnes qui étaient devant elles, ça les avait amenées à faire des fois des interventions qui ont empiré leur situation. Alors c'est intéressant, du monde impliqué dans des milieux institutionnels et communautaires ont réalisé que face à la souffrance humaine et face aux inégalités, se mettre en lien et ensemble était important, d'où le réseau. Et là, c'est intéressant aussi, un des médecins, je parlais d'un des exemples, me disait en fait, dans son cabinet, une dame qui avait eu une trajectoire, un parcours assez difficile, lui avait posé la question, est-ce que je suis en train de devenir folle par rapport à ce qu'elle vivait en arrivant ici? Et le médecin lui a dit à juste titre, ce n'est pas toi qui es folle, c'est ce que tu as vécu. Alors je dirais aussi que face aux inégalités, face aux injustices, c'est clair que l'enjeu, ce n'est pas tant les personnes qui subissent ces injustices, c'est plutôt les systèmes et les politiques qui produisent ces injustices. Alors je dirais en fait que ça m'a amené à m'impliquer aussi, actuellement professionnellement, je suis aussi impliquée au niveau de la formation dans le regroupement qui accueille, où il y a à peu près 153 organismes qui aujourd'hui, à travers le Québec, travaillent auprès de personnes réfugiées, immigrantes ou en attente des statuts. Et j'ai appris aussi énormément à partir des questionnements des intervenants que je salue, qui au quotidien font un travail incroyable auprès des nouveaux arrivants et qui sont en interface avec ces personnes qui nous arrivent de partout. Alors, une des questions majeures qui ressortait, c'était de voir en fait, en étant témoin de ce que les personnes vivaient, elles prenaient totalement conscience des obstacles auxquels les personnes faisaient face et amenaient des questionnements qui nous ont amenés absolument à faire quelque chose que je pense qu'on gagnerait à multiplier exponentiellement des espaces de dialogue réels. Et dans ces espaces de dialogue réels, ce qui est intéressant, c'est que les personnes découvrent en fait que les défis que vivent les personnes immigrantes ou réfugiées ou sans statut viennent questionner nos pratiques, nos programmes et nos politiques aussi. Je vais dire un mot parce que les rencontres que j'ai eues m'ont marqué énormément. Il y a une des avocates spécialisée en droit d'immigration qui est aujourd'hui à la retraite, maître Joanne Doyon, qui un jour, lors d'une formation au niveau des recours humanitaires en immigration, a dit « Nous sommes une société de droit, mais il faut de plus en plus se battre pour ces droits. » Et c'est intéressant de voir qu'en fait, si c'est valable pour les natifs, imaginez ce qui arrive avec énormément déjà des défis. Comment se battre sans connaître les règles du jeu et sans avoir des repères d'ici? Parce que les gens nous arrivent en fait, non seulement en ayant des parcours diversifiés, mais aussi en n'ayant pas été socialisés ici. Et je réalise qu'en fait, ceux qui arrivent ont énormément de questions sur le Québec et les Québécois, et les Québécois ont énormément de questions sur l'immigration et les immigrants. Et je me dis, mais en fait, le vrai enjeu, c'est de créer des espaces de dialogue réels pour que ceux qui arrivent et ceux qui accueillent puissent se rencontrer. Et ce qui est intéressant, nos politiques d'intégration, parce que le Québec est maître de politique d'intégration de tous ceux qui arrivent ici. Et dans notre politique d'intégration, qui a eu l'occasion de changer, on parle de responsabilité partagée. En fait, de préparer autant ceux qui arrivent que de préparer ceux qui accueillent. Et devinez quoi? C'est que la question de l'immigration, elle n'est toujours pas encore transversale. Elle devrait l'être dans tous nos programmes et dans toutes nos facultés, parce qu'on a l'occasion de rencontrer aussi, je suis impliquée aussi dans d'autres réseaux, où on a le plaisir de rencontrer plusieurs professionnels
qui se rendent compte qu'en fait, c'est la première fois qu'ils peuvent entendre parler d'immigration. Pourquoi il est essentiel que cette question, qui est un enjeu de société, soit transversale? C'est qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on est et la discipline dans laquelle on est, la rencontre va se faire. Et malheureusement, s'il n'y a pas des repères communs, les préjugés, les stéréotypes qui sont un fléau et qui sont un terreau fertile, malheureusement, pour le racisme, la discrimination, la xénophobie et les propos haineux, vont prendre le dessus. Alors tout à l'heure, notre artiste a parlé à juste titre à quel point, étant une société d'accueil qui a accueilli plusieurs personnes des différents horizons, aujourd'hui, nos frontières sont de moins en moins ouvertes. On en accueille de moins en moins, et en plus, ceux qui arrivent avec des parcours de combattants. Et quand ils arrivent ici, malheureusement, au niveau de l'accompagnement, il y a énormément encore de défis. Je dirais qu'en fait, paradoxe, c'est ceux qui ont le plus besoin de protection qui ont le moins accès aux ressources. Et nous sommes en train de voir une diminution d'une immigration permanente versus une immigration temporaire, moins d'immigration humanitaire. Et on l'entendait aujourd'hui, au niveau de la réunification familiale, ça va encore être de moins en moins. Alors vous vous imaginez, accueillir des personnes qui arrivent, ce n'est pas juste des travailleurs, c'est aussi des familles, c'est aussi des parents. Et la question sociale, elle est au cœur et au centre aussi pour faciliter l'intégration. Quand on voit combien des Québécois et des Québécois veulent parrainer et qu'on voit combien le programme de parrainage au niveau des collectivités a diminué, on se demande en fait, d'une certaine manière, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en arrive là? Et une des hypothèses que je vais nous lancer aujourd'hui, et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, face à tout ce qui arrive, on a une occasion de faire, comme le disait Amel, quelque chose. Qu'on soit citoyen, qu'on soit politicien, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit professionnel, on a un rôle à jouer. Et là, je vais vous parler d'un exemple qui m'a marqué et qui me démontre à quel point, à partir du moment où les liens s'établissent, en fait, on peut tout interroger et on peut bénéficier autant des savoirs qui nous viennent d'ailleurs que des savoirs d'ici et qui donnent vraiment des opportunités d'innovation incroyables. Alors, je parlais des réfugiés qui arrivent et qui sont envoyés dans des régions du Québec. Il y en a 14 actuellement qui en accueillent. Montréal, il y a un seul organisme qui le fait. Et à un moment donné, il y a une directrice d'école qui m'a appelée en me disant « Marie-Claire, moi je suis au secondaire et là je suis en train de recevoir des enfants réfugiés qui viennent du primaire qui, malgré qu'ils sont là depuis 3 ans, ne savent pas lire et écrire. Panique à bord. » Là, je lui ai demandé « Est-ce que l'école québécoise est prête pour des gens qui n'ont pas été scolarisés? » Elle m'a dit non. Je lui ai dit, tu as une occasion en or pour travailler avec les organismes d'accueil et travailler aussi avec les organismes d'alphabétisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette population nous amène inévitablement à voir à quel point on ne peut pas travailler seul. On a besoin des liens, on a besoin d'être en collaboration, en complémentarité et en multidisciplinarité. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle réalisait pour la première fois, elle me disait, Marie-Claire, en fait, nous nous retrouvons avec une nouvelle réalité, mais à laquelle on n'a pas été nécessairement préparé. Alors, tous les espaces de dialogue, en formation, elle y a participé comme gestionnaire avec tous ses enseignants et l'organisme d'accueil. Ce qui est vraiment merveilleux, et ça, c'est une autre clé essentielle. Ce qu'elle a réalisé d'emblée, qu'il était absolument essentiel qu'on puisse donner la parole aux réfugiés eux-mêmes pour qu'ils puissent nous parler. Donner la parole aux concernés lorsque nous sommes face à des inégalités, des exclusions, c'est essentiel. Alors, on a eu l'occasion de rencontrer des parents qui n'ont pas été nécessairement scolarisés et leurs enfants qui
On sait très bien que ce qui nous arrive, comme ça a été dit, avant d'arriver ici, c'est un parcours des combattants. Il y a des enfants qui sont nés dans des camps des réfugiés qui nous arrivent. Et autant les parents que les enfants étaient capables d'articuler les défis et d'amener des propositions. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des enseignants aussi qui, à leur tour, nous ont parlé des défis et des pistes de solutions. Les enfants aussi. Les parents, ça a été avec interprète. Mais ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on a regardé les pistes et des solutions, il y avait des solutions similaires. Et on a proposé que pour le retour, on puisse avoir dans le même espace ses parents, ses enfants et les enseignants et les directeurs d'école. C'était un défi parce que c'était inhabituel. Mettre ensemble des milieux, des gens du milieu institutionnel, milieu communautaire, avec des réfugiés qui ne maîtrisent pas nécessairement la langue. Et la directrice nous a dit, mais en fait, comment je vais faire? Je suis déjà en train d'essayer de sensibiliser les autres directeurs. Du coup, qu'il sort quelque chose qui va être dérangeant. On lui a dit non, c'est pour ça qu'on va être là pour animer. Alors, devinez quoi? Dans cet espace, quand les directeurs ont entendu ses parents, ils nous ont dit en fait que ça a été un moment déclencheur. Ils ont réalisé que même la façon dont ils rencontraient les parents, ils devaient le changer. Qu'est-ce que ça nous amène à voir? C'est que lorsque nous nous rencontrons et que nous pouvons créer des liens, que nous pouvons nous connaître et nous reconnaître, nous avons absolument des pistes de solutions pour travailler sur l'exclusion. Parce que ce qui s'est passé, la prise de conscience a été majeure sur la nécessité de créer des espaces et des pratiques inclusives. Et ce qui est aussi intéressant, à l'époque même de l'austérité, elle a réussi non seulement à adapter au niveau de l'école, à travailler en collaboration. C'est un milieu qui travaille vraiment en collaboration de façon très intéressante. Et je lui ai demandé, mais comment ça se fait que dans une période d'austérité, tu as pu garder tes ressources et t'impliquer dans les milieux et tout ça? Elle m'a dit, Marie-Claire, tu sais quoi? En fait, tout ce que nous avons fait, en fait, est tellement bénéfique même pour les Québécois. Parce qu'une approche globale, une approche qui tient compte de toute la famille, qui tient compte des parcours et des trajectoires, elle dit, ça a été tellement bénéfique pour l'ensemble de l'école, pourquoi on ne pourrait pas aller plus loin? Alors je me disais, mais en fait, ça veut dire que lorsque nous travaillons et que nous créons de liens, ça nous donne l'opportunité de questionner nos pratiques et de questionner le cadre. C'est ça qui est intéressant, parce que ce qu'elle nommait très bien, c'est de dire, en fait, même ici, dans notre société, nous avons des tâches aveugles sur ceux qui sont en marge d'une certaine manière. Et en élargissant le cadre, on inclut plusieurs. Alors, vous voyez, en fait, je me dis, quelle opportunité incroyable, des rendez-vous pour pouvoir co-créer, pour pouvoir réfléchir ensemble, pour des pratiques inclusives, pour des programmes qui vont changer inévitablement et aussi pour pouvoir influencer nos politiques. Je pense qu'on a, avec l'immigration et avec tous les parcours et la richesse de tout ce qu'on peut avoir, il est grand temps en fait qu'on puisse s'inspirer mutuellement de nos histoires individuelles et collectives. Des rendez-vous et qu'il ne faudra certainement pas manquer. Alors, je veux juste, parce que je ne sais pas si... Je veux rebondir. Oui, il te reste un peu de temps, Marie-Claire. Je voudrais rebondir sur un point que je trouve important dans tout ce que tu nommes. C'est sûr que tu as une expérience terrain très riche. Puis justement, tu parlais de comment notre système en ce moment favorise c'est une perspective qui part de la majorité plutôt que des minorités. Puis dans ce système-là, justement, toutes les personnes, tu nommais les personnes sans statut, les personnes réfugiées, les personnes déplacées à cause de problématiques de guerre, etc., qui n'ont pas choisi de migrer, sont souvent celles qui sont le plus dans notre angle mort. Comment penses-tu la responsabilité comme plus politique dans ce contexte-là? Puis quel regard portes-tu en ce moment sur les politiques que nous
que nous conduisons là-dessus, parce qu'on entend beaucoup parler de la migration qualifiée, choisie, etc. Mais justement, tu sais, cette vision un peu utilitaire de la migration versus la migration dans une perspective de justice, de droits humains, etc. Puis la responsabilité, en fait, du Canada et du Québec vis-à-vis de ces pays-là et de ces migrants-là. Effectivement, il y a un recul, en fait. Parce que nous avons des responsabilités, nous sommes signataires de la Convention de Genève. Et d'une certaine manière, on a une responsabilité de soutenir et de donner de la protection à ceux qui sont persécutés et qui viennent jusqu'à nous. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y en a de moins en moins qui arrivent à arriver jusqu'ici, même avant la pandémie, en fait. Les obstacles sont immenses. C'est pour ça qu'on a vu des personnes être obligées de passer par Roxham. C'est parce qu'en fait, de plus en plus, arriver ici est devenu un parcours de combattant. Donc, je pense que notre part, au niveau international, il y a vraiment une côte à remonter. Surtout que lorsqu'on revisite l'histoire, il y a eu des moments très intéressants où on en a accueilli plus. Donc, on a la capacité d'en accueillir plus. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut mettre des conditions en place. Et accueillir du monde qui sont juste des travailleurs, c'est intéressant, mais ils ne sont pas juste travailleurs, c'est aussi des familles, c'est aussi des personnes qui ont un niveau social, parce que je pourrais te dire que quand on écoute tout ce qui arrive, retrouver un travail et recréer un réseau social arrive ex aequo. Donc, d'une certaine manière, nous avons besoin autant d'une immigration permanente, de plus en plus permanente, et ceux qui arrivent comme temporaires, régulariser, leur permet d'être permanents assez rapidement, parce qu'on sait très bien que lorsqu'ils ont des statuts temporaires, ils sont corvéables à merci, comme ça a été dit, et au niveau des droits, on assiste à des situations vraiment qui sont très inquiétantes. Ce que j'ai compris, en fait, avec l'être humain, lorsqu'on lui donne du pouvoir et qu'on lui garantit l'impunité, on augmente la capacité d'abuser. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, en termes de droit et en termes de justice, il y a une réflexion profonde à faire. Parce qu'on ne peut pas accueillir du monde avec des statuts temporaires sans mettre en place des conditions pour protéger leurs droits. Parce qu'ils ont des droits. Mais ces droits-là, pour qu'ils puissent les exercer, parce que les gens ont peur même de dénoncer. Nous sommes aussi une société, lorsque les personnes ne portent pas plainte, c'est comme s'il n'y avait pas d'abus. Donc, là, au niveau, sur le terrain, c'est ça qui est intéressant. Il y a énormément de groupes, y compris les personnes elles-mêmes, qui sont en train de lutter justement pour des changements. On a vu la solidarité aide énormément. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser cette question. Ça nous concerne toutes et tous. Comme citoyens, on est toutes et tous concernés. Et je pense que c'est en collectivisant qu'on va pouvoir, quelque part, amener des changements. Et j'ai vu qu'il y a une volonté. Le Premier ministre a dit qu'on va pouvoir régulariser les anges gardiens. On attend impatiemment ça parce qu'on a vu que ceux qui ont des statuts vulnérables ont contribué énormément dans cette période de pandémie qui a vulnérabilisé énormément de monde, surtout nos aînés. Et leur contribution a été remarquable. Ça a été souligné par plusieurs. Donc, je me dis qu'en fait, ce n'est pas parce que les personnes sont des réfugiés qu'ils ne peuvent pas travailler. D'ailleurs, ils travaillent, même si au niveau de l'accompagnement, ils ont le moins d'accompagnement possible, le moins d'accès aux ressources comme ça devrait l'être. Mais j'ai compris que le fédéral va augmenter, lui, son immigration. Donc, je pense qu'il y a une réflexion profonde à faire dans notre propre société. Merci. Merci, Marie-Claire. Comme tu le disais tout à l'heure, donc nous sommes une société de droit, mais force est de constater que tout le monde n'a pas accès aux mêmes droits. En tout cas, on n'est pas dans une équité d'accès aux droits. Et donc, il faut se battre constamment pour cet accès équitable. Nous allons sans doute revenir vers toi. J'invite tout le public qui est en train de nous suivre à nous écrire ses commentaires, ses questions dans les commentaires de la vidéo. Nous allons les prendre tout à la fin. Je vais accueillir notre deuxième invitée. Nous avons vraiment l'honneur ce soir de la recevoir parmi nous. Elle participe de Dakar.
où il est vraiment tard. Donc, je vous remercie pour votre patience, professeur Ndiaye, puis pour votre disponibilité avec nous ce soir. Donc, avant de vous céder la parole, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter. Donc, Madame Ndioro Ndiaye est professeure titulaire des universités. Elle a été ministre du Développement social de la République du Sénégal, puis de la femme, de l'enfant et de la famille entre 1988 et 1995. Elle a été élue directrice générale adjointe de l'Organisation internationale des migrations à Genève entre 1999 et 2009. Aujourd'hui, elle gère l'ONG Alliance pour la migration, le leadership et le développement, et elle est la coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, outil privilégié d'évaluation, de veille, de réédition de comptes de la mise en œuvre des engagements pris par les États et gouvernements membres de la francophonie en matière d'égalité femmes-hommes. En tant que ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, elle a eu à présider à Dakar la conférence régionale des femmes africaines en prélude à la conférence internationale de Beijing sur la femme en 1994. Elle a joué un rôle majeur dans la conférence mondiale sur les droits de l'enfant en 1992. Et enfin, en 2019, sa dernière fonction au niveau du gouvernement du Sénégal était celle de ministre conseiller à la présidence de la République du Sénégal. Encore une fois, professeur Ndiaye, nous sommes vraiment très honorés de vous recevoir. Vous allez sans doute nous amener une perspective plus différenciée selon le genre sur les enjeux de migration. En tout cas, de ce que je vois de votre parcours exceptionnel et impressionnant, c'est quelque chose qui habite beaucoup votre travail. Professeur Ndiaye, la parole est à vous. Merci beaucoup Amel. Moi, je voudrais d'abord vous saluer tous, vraiment, autant que vous êtes, dans vos grades et qualités, vous dire quel bonheur que j'ai ce soir d'être associé à une telle réflexion qui me touche beaucoup. La perspective que je vais amener n'est pas une perspective genrée. Non, je pense que je vais me mettre davantage au niveau stratégique et politique, parce que je pense que c'est là où il y a beaucoup de choses encore à faire. Et après avoir entendu la Bronze et également Marie-Claire, je suis davantage convaincue que ce niveau de réflexion et d'action pêche encore dans nos différents pays, que nous soyons dans un pays d'accueil ou dans les pays d'origine ou dans les pays de transit. J'ai beaucoup aimé ce que Marie-Claire a dit dans la façon ou les façons que le Québec a pour recevoir les gens, les migrants, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, mais surtout les migrants réguliers. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupée, qui m'a beaucoup touchée et que j'ai étudié quand j'étais à l'OIM, puisque j'étais aussi en charge des migrants ou des phénomènes migratoires dans les pays d'accueil comme dans les pays d'origine. Mais le cas du Canada et du Québec était un cas particulier pour moi qui m'a énormément intéressée, et j'aurais tellement souhaité que les pays qui sont des pays du Sud, comme le mien, s'inspirent davantage de la structuration de la réponse à la migration. Mais enfin, on y reviendra. Comme il m'est tout à fait loisible aujourd'hui de vous parler de ce sujet crucial de notre époque, les migrations, la migration, mais je devrais dire les migrations. Mais avant tout, je voudrais dire à la COSI que je suis très, très sensible à cette invitation, que les deux coprésidentes qui sont là reçoivent les remerciements de AMLD, mais également des membres du réseau francophone des femmes-hommes, dont Anne Delorme, qui est parmi vous, qui est membre de la COSI et qui vous a représenté dans le bureau du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes pendant 4 ans. Je sais qu'il y a une remplaçante maintenant que nous n'avons pas encore reçue, mais je sais que le processus est en cours. C'est donc avec une grande énergie et une certaine perplexité que j'aborde la question du jour. Dans la mesure où la migration est un phénomène social, politique, économique et culturel, naturel
qui a traversé les époques et les sociétés. En effet, nous sommes tous, vous comme moi, des enfants de Plutarque. Je veux parler du père du tourisme, des disciples d'Hérodote. Souvenez-vous des carnets de voyage sur la civilisation de l'Égypte pharaonique, des cousins de Bakary II ou de Kanka Moussa qui auraient atteint les Amériques avant Christophe Colomb, 200 ans avant Christophe Colomb. Mais nous connaissons l'histoire des explorateurs tels que Savonia de Brazza, Christophe Colomb, qui s'est même perdu en allant aux Indes en cherchant des épices, ou alors de Mungo Park, pour ne citer que ces derniers. Ces noms sont restés dans la postérité du seul fait de leur voyage épique. Nous sommes des enfants des migrations. Nous en sommes également les produits. Nous sommes donc par défaut des êtres nomades, comme le rappelle fort bien Jacques Attali. Autrement, pourquoi, si cela était autrement, pourquoi les récits de voyage des explorateurs et autres globetrotteuses nous fascineraient tant? Les romans de Jules Verne, les aventures de Robinson sont les carnets, comme les carnets de Victor Hugo ou d'André Gide au Congo, placent la migration au cœur des préoccupations et pratiques humaines. Moi, j'ai envie de vous parler certainement, succinctement, de la migration comme pratique humaine normale. Vous parlez de la justice migratoire, s'il en est, en effet, de ce que nous essayons de faire avec cette problématique au jour le jour. Depuis les premières heures de ce monde qui nous couvre tous, l'homme a porté son regard vers l'ailleurs, le grand large, à la quête de sécurité et de bien-être. Nul besoin de revenir sur les déplacements des populations dus à la quête de ressources vivrières à travers l'Afrique ou l'Asie. La réalité du monde est que l'homme a toujours besoin d'agrandir son espace vital, de trouver de meilleurs espaces, lui permettant de subvenir à ses besoins, donc de survivre. Il faut donc dire que cela s'est accentué, notamment en Europe, avec les révolutions industrielles qui ont créé des vagues de chômage entraînant des mobilités massives. Mais je pense en particulier aux Italiens, aux Britanniques, aux Irlandais, qui sont allés s'installer aux États-Unis, et ce pour reconstruire et espérer des lendemains, pour se reconstruire et espérer des lendemains meilleurs. À ce titre, les États-Unis ont beaucoup capitalisé avec l'arrivée des différents boat people en apportant leur plus-value dans les différents secteurs de l'économie et de la culture, faisant ainsi de ce dernier un Eldorado en vendant au reste du monde les bienfaits de l'American way of life. En Afrique, on a aussi vu des milliers de migrants depuis le début des années 2000 prendre l'assaut des villes méridionales européennes à la quête de meilleures perspectives d'avenir. Face à la faillite des politiques publiques, seuls capables de retenir les plus aptes à travailler, face aux guerres civiles également et tribales, et à la persécution politique, les jeunes ont trouvé leur ailleurs en Europe occidentale, en Asie ou aux États-Unis, pour ceux qui le peuvent, car essayant ainsi de construire l'avenir de leurs rêves. Mais les chiffres font froid au dos. Lorsqu'on regarde le tableau synoptique des migrations de par le monde, particulièrement celui du monde africain, on observe un certain nombre de constats. Pourquoi les migrants, selon leur pays d'origine, ne sont pas traités de la même manière? Pourquoi les migrants sont traités de façon inégale d'un pays à un autre? Pourquoi la migration est un sujet tabou qui appelle plus de passion, de peur, de rejet que de réflexion de fond intégrant les nouvelles données géopolitiques et de terrain? Ces questions nous semblent légitimes dans un contexte où nous avons débattu et adopté à Marrakech, rien que l'année passée, du Global Compact ou du Pacte mondial qui tarde à porter ses fruits
sur la gestion des migrations. Et je voudrais dire à Marie-Claire, un autre outil dont le Québec dispose, c'est également ce pacte mondial sur les migrations, que le Québec aussi pourrait ajouter à son arsenal pour gérer et structurer les arrivées et faire respecter leurs droits. Les visas d'entrée et de long séjour ne sont pas réciproques dans tous les pays. Et il y a une inégalité de traitement et beaucoup de migrants se trouvent dans des situations où aucun de leurs droits humains n'est respecté par des agents qui développent plus de xénophobie, plus de négrophobie qu'autre chose. Alors que les différentes conventions de Genève, Marie-Claire en a parlé tout à l'heure, garantissent les conditions d'accueil des migrants et qu'il existe une multitude d'organismes onusiens et sous-régionaux qui essaient d'adresser les questions complexes liées à la migration interne et internationale. Pourquoi ces instruments sont aussi peu efficaces? Nous devons nous arrêter un moment, mesdames et messieurs, et réfléchir. Pourquoi le droit de circuler à travers le monde devrait-il être réservé à certaines nationalités, à certains passeports? Pourquoi les ressortissants des pays les moins nantis ont-ils moins de droits de circuler dans le monde? Est-il normal pour les pays d'accueil d'amasser toute une manne financière dans les procédures sans remboursement, sans autre forme de justification? Il faut penser à une justice migratoire dans le cadre national, intranational, international, si l'on veut démocratiser la migration et la rendre accessible aux demandeurs de mobilité et diminuer les pratiques délictuelles des mafias autour des migrants. Il est important aussi de poser un regard critique et de penser à des gestes forts dans le sens de la part des différents gouvernements. Autrement, la situation va s'empirer de jour en jour et aucun pays n'échappera au désordre migratoire. La justice migratoire, puisque vous m'avez demandé de parler de cela, ne peut être une réponse humaine qu'à une demande normale, à la limite banale, dans un contexte de mondialisation. C'est bien pour cela qu'il faut repenser nos relations dans les partenariats bi- et multilatéraux. Nous ne cesserons jamais de réclamer un partenariat égalitaire dans nos échanges avec les pays de transit et d'accueil. Cette requête est un leitmotiv dans presque tous les discours du président de la République du Sénégal quand il s'adresse aux pays d'accueil de nos migrants africains, sans recevoir jusqu'à cette date de réponse de leur part. Il faut croire que ce type de dialogue politique et géostratégique manque cruellement dans les enceintes où se joue le bi- et le multilatéral entre les pays concernés par la mobilité des populations du monde. La justice migratoire aussi ne peut avoir de sens sans le respect des droits de l'homme des migrants tout au long du processus migratoire. Or, on le sait, les dynamiques migratoires, en particulier les migrations forcées, sont liées et se conjuguent à l'aune de l'insécurité et de l'instabilité qui règnent dans nos pays. Elles sont paradoxalement de plus en plus risquées et génèrent l'instabilité et l'insécurité comme elles en sont les conséquences. Elles sont complexes et mixtes et comprennent autant de profils différents qui requièrent une prévention et des traitements différents, selon qu'on est migrant régulier ou pas, selon qu'on est réfugié ou demandeur d'asile, selon qu'on est personne déplacée interne ou victime de traite. Que cela soit en Afrique comme dans vos continents dits développés, les migrations sont au cœur des stratégies de prévention et de maintien de paix et de sécurité, comme ici en Afrique, car elles sont co-substantielles à la gouvernance et au développement de nos pays. Les inclure donc dans les stratégies de prévention de conflits et de maintien de paix et dans les stratégies de développement dans les pays devient une nécessité si on ne veut pas fausser toutes nos planifications et les différentes perspectives dans les secteurs de développement qui nous concernent. Mes chers partenaires, moi j'ai fait les 4 coins du monde. J'ai marché dans tous les coins de mon pays, ma terre natale. J'en suis immensément riche, culturellement et professionnellement. Raison pour laquelle nous essayons, mon équipe et moi,
de transmettre par différentes activités de recherche et de plaidoyer l'intérêt et la grande pertinence de la mise en place de politiques migratoires cohérentes, efficaces pour le développement de nos différents pays. C'est bien pour cela qu'ayant été directrice générale adjointe de l'OIM, mon dernier poste de responsabilité au niveau international, en 10 ans, j'ai décidé de retour au pays de créer l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Et vous m'avez demandé de vous dire ce que l'Alliance fait. En fait, l'Alliance est une ONG internationale qui travaille dans les 3 domaines qui structurent son nom. C'est une plateforme de compétences qui travaille en réseau ou en hub sur la migration, sur le leadership, sur le développement, sur la paix et la sécurité. Son approche stratégique promeut la recherche pratique, la formation et l'utilisation des leçons et expériences tirées d'une décennie de consultations au niveau international, régional, sous-régional et national sur les questions relatives aux enjeux globaux actuels. Ainsi, nous investissons dans l'utilisation d'un réseau d'experts qui travaillent sur la migration, le leadership des femmes et des jeunes, le développement durable, la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. Nous travaillons aussi à la création et à l'organisation de curricula au sein d'universités sur la gestion des questions et enjeux globaux tels que la paix, la sécurité, la migration et les conflits. Et ce que Marie-Pierre a soulevé tout à l'heure et qui m'a beaucoup plu, c'est la question de l'éducation. L'éducation de vos populations, autant l'éducation de ceux qui viennent pour s'installer chez vous que les populations qui les reçoivent. On ne peut pas réussir une politique migratoire tant qu'on ne forme pas les gens, on ne crée pas la connaissance. La connaissance, on va la chercher là où elle existe, c'est-à-dire dans les écoles de formation et dans les universités. Ça, c'est le deuxième credo de l'AMLD. Le troisième point, la troisième filière que nous suivons, c'est l'appui technique aux organisations nationales, régionales, sous-régionales. Dans la création de projets qui sont relatifs à la migration, la formation sur tous les sujets relatifs au leadership des femmes et des jeunes, au développement durable et à la paix et à la sécurité. Enfin, nous collaborons avec les organisations nationales et internationales pour aider à intégrer les questions relatives à l'égalité femmes-hommes au sein des politiques de développement, des stratégies nationales, par exemple, ou des documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Nous essayons d'intégrer autant l'égalité femmes-hommes que la migration. Quels sont les défis et les perspectives de AMLD? Notre premier défi est la gouvernance des migrations, à l'interne comme à l'international. Il y a un gap évident dans la gouvernance des migrations à ce niveau-là, autant au niveau de nos pays pris individuellement, que ce soit un pays d'accueil, un pays d'origine, un pays de transit, mais également au niveau global. Nous travaillons également, nous souhaiterions davantage travailler dans la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations, autant dans mon pays que dans la sous-région. La question du respect des droits humains des migrants tout au long du processus migratoire, dans le pays de transit comme dans le pays d'accueil, reste une grande préoccupation de l'AMLD. Parce qu'il nous faut des interlocuteurs et souvent les États sont réticents à discuter et à même prendre des décisions concernant ces domaines-là. Intervenir également dans les questions géostratégiques qui sont consubstantielles à la gouvernance des migrations dans mon pays comme dans le monde. Migration pour le développement en Afrique, qui est une stratégie que nous avons mise en place à l'OIM, qui aide à renforcer les capacités des diasporas et qui utilise une approche thématique et géographique, aussi l'AMLD pourrait aider à la mettre en œuvre. Enfin, la migration et sécurité, y compris la sécurité humaine, constituent des enjeux que nous abordons ici à l'AMLD. Intégrer le genre et une perspective genre dans la gestion de la migration et animer un observatoire sur les migrations pour les pays du Sahel. Nous pensons donc qu'à l'heure du Global Compact où les migrations se pensent à l'échelle multilatérale, il est important et fondamental de rappeler
la grande carence en termes de politique humaine. Il faut recentrer la réflexion et les politiques publiques autour de la dimension humaine des migrations. Les migrants ne sont pas des délinquants ou des envahisseurs, loin de là. À mon sens, il ne faut surtout pas les diaboliser. Il faut créer les réponses à leur quête de liberté et de bien-être et tirer profit surtout de leur capacité, autant dans leur pays d'origine que dans leur pays d'accueil. Nous avons vu comment les diasporas des pays africains ou des pays asiatiques ont aidé un certain nombre de pays développés pendant la pandémie de la COVID-19. Et cela au détriment de leur santé et de leur bien-être à eux-mêmes. Nous sommes donc conscients des enjeux qui sont énormes, raison pour laquelle nous devons penser à hauteur humaine pour trouver des solutions durables sur la question. En gros, c'est ce que nous essayons de faire ici à l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, et nous apportons ainsi notre modeste contribution d'acteurs du monde et du développement. Voilà ce que je voulais dire comme contribution à vos débats de ce soir, qui sont extrêmement intéressants et importants, je crois. Et ce serait dommage que l'on s'en arrête à cela. Je pense que cette discussion devrait générer un certain nombre de sujets à débattre, à creuser, mais surtout des réponses, la formulation de certaines réponses à des questions que l'on se pose. Vous, en tant que pays développés et accueillant des migrants qui sont mal dans leur peau parce qu'ils ne sont pas instruits, qui n'ont pas votre culture, qui ne réagissent pas comme vous, qui n'ont pas la même sensibilité. Et le travail que Marie-Claire fait est certainement admirable. J'espère, je souhaite qu'à travers le Québec et à travers l'ensemble du Canada, des réseaux comme ceux-là pour prendre en charge ces défis d'intégration qui se posent réellement pour les migrants qui arrivent dans vos pays. C'est une question de droit, c'est une question de droit fondamental de l'être humain. Les migrants, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, ont des droits que l'ensemble des pays qui les reçoivent, soit en transit, soit qu'ils les reçoivent, qu'ils les accueillent définitivement, ou bien alors même leur pays d'origine devrait mettre en œuvre, les aider à comprendre et à les approprier avant que le voyage ne commence. Je terminerai par dire que la migration est un projet de vie. Et la vie est tellement importante pour nous tous parce que sans la vie, eh bien, je ne vois pas pourquoi les gens travailleraient. Sans la vie, je ne vois pas pourquoi les pays se construiraient. Sans la vie, je ne vois pas pourquoi ces gouvernements seraient là. Mais il y a un problème fondamental. Le respect de ce droit à la vie est un droit fondamental que tous les pays doivent pouvoir respecter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Ndiaye. Vous avez tellement nommé des choses pertinentes dans votre intervention. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est ce que vous avez nommé en termes de dynamique de pouvoir, justement, puis tout le fait que pour certaines personnes, on va, dans l'histoire, on va mettre l'accent sur l'exploration, notamment des Blancs quand ils partent dans d'autres continents versus les dynamiques de migration quand c'est des personnes qui viennent des pays du Sud, etc. Moi, je me demande, en vous écoutant, considérant ces relations justement très néocoloniales qui subsistent encore entre ces pays qui accueillent et ces pays desquels partent les migrants, je me dis, est-ce que, oui, il y a un espoir individuel, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent comme Marie-Claire, plusieurs organismes communautaires qui travaillent activement à tous les jours pour que ces migrants puissent avoir une voix et fassent respecter leurs droits. Mais je me dis, c'est quand même laborieux, ça va prendre du temps, etc. Puis Absolument, on Amel. beaucoup Absolument. Sur la migration vers les pays du Nord, mais on parle peu des migrations, des solidarités sud-sud, de tout ce que font les pays du Sud. Elles existent, Amel.
Cette solidarité-là existe parce qu'en réalité, la migration sud-sud, elle est plus importante que la migration nord-sud. C'est que la migration, ou la migration sud-nord, la migration nord-sud, on n'en parle pas. Et pourtant, elle existe. La migration sud-nord, elle est moins importante que la migration sud-sud. La migration sud-sud est la plus riche. Elle est en train de s'organiser. Elle est en train de se structurer. C'est lent. Et comme vous venez de le dire, ce n'est pas demain la veille qu'on réglera le problème de la migration, mais chacun a le devoir de s'investir là-dedans. Non, c'est pas demain qu'on aura ce qu'il nous faut, qu'on respectera les migrants venant du Sud, qu'on respectera les migrants à peau noire. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. On l'a vécu, ces mois de confinement ont été horribles en termes d'exacerbation du racisme aux États-Unis, mais c'est peut-être là où ça s'est vu le plus clairement dans les pays, en France, dans votre propre pays. Cela existe et c'est une lame de fond. Et ce qui peut nous aider à relever ce défi-là, c'est l'éducation. Il faut investir dans l'éducation. Moi, je suis convaincue que c'est l'éducation qui pourra faire que mes enfants, mes petits-enfants, je ne parle même pas de mes enfants, la plupart de mes enfants ont fait des universités, soit à Dakar, soit en France, soit alors à McGill, chez vous. J'ai 3 de mes enfants qui sont sortis de McGill. L'une est avocate, l'autre, elle est dans une organisation internationale, la dernière est dans une banque. Voilà ce que vous avez pu apporter comme ressources, comme capacité à des gens qui sont venus chercher le savoir chez vous pendant un certain temps et qui sont partis. Il faut que cela puisse se développer, que l'on multiplie et qu'on amplifie le mouvement, que l'on mette, et puis que l'on ait les personnes de qualité, la qualification qu'il faut. Moi, je ne crains pas le racisme parce que je me bats comme je peux. Et j'ai inculqué à mes enfants et j'inculque à mes petits-enfants aussi à se battre contre cela. Il faut leur donner des arguments et des arguments intelligents, les former de telle manière qu'ils peuvent lever la tête partout où ils seront, et parce qu'ils ne seront pas bêtes, ils seront éduqués, ils seront cultivés, et ils pourront entreprendre une vie normale et une vie comme ils la méritent. La question de la migration fait très, très mal. Moi, pendant 10 ans, j'ai dit à l'OIM, je crois qu'en quittant l'OIM, j'aurais perdu la moitié de mes capacités parce que chaque fois qu'on parlait de la migration, c'est comme si j'avais quelque chose dans la poitrine. Et c'était tous les jours pendant 10 ans. Vous savez ce qui m'est arrivé dans un des pays du Nord? Je conduisais une délégation de l'OIM pour aller aider un pays du Nord parce que c'était l'élargissement de l'Union européenne et des pays tapaient à la porte de l'Union européenne et on devait faire l'évaluation de ces pays par rapport aux prérequis que l'Union européenne avait mis en place en matière de mobilité de population. Et j'étais avec ma délégation et arrivé dans ce pays, juste au niveau des officiers d'état civil et de la douane et de la police, eh bien, un policier a pris mon passeport et m'a dit, attendez, mettez-vous de côté et attendez. Et j'ai attendu que toute la file de voyageurs passe et il me demande de le rejoindre donc sur son desk et il me dit ah mais je ne vois pas pourquoi vous venez ici, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je lui tends, mais vous avez ma feuille de mission. Mes collègues qui m'accompagnent aussi sont tous passés, tous sont passés, parce que tous étaient blancs. J'étais la seule noire dans ce groupe. Et le monsieur me dit que c'était pas possible que je conduise une telle délégation et que je sois noire et pire que je sois femme par-dessus le marché. Ça, moi, je l'ai vécu. Et je le raconte à mes enfants, je le raconte à mes amis, je le raconte partout parce que c'est une réalité. Alors, c'est la réalité, il faut l'affronter. Et il faut affûter les armes que l'on peut avoir pour combattre ce type d'attitude et de situation, sans que cela n'aille à la violence. Mais je pense que nous avons affaire à des gens intelligents
et qu'on leur démontre que nous sommes noirs, oui, mais nous sommes des êtres humains. Notre artiste a dit tout à l'heure qu'après 5 mm d'épaisseur de peau, finalement, tout ce qui suit, c'est exactement pareil. Les vaisseaux, les veines, les muscles, etc., y compris les os. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, Amel, vraiment, et avec la COSI. Ce serait bien que vous mettiez en rapport avec des organisations du Sud, parce que ça, il faut un dialogue. Il faut que l'on vous dise, nous, ce qu'on vit ici, qu'on vous dise ce qui est possible, pour que quand des organisations comme celle de Marie-Claire reçoivent, je ne parle même pas ceux de pays qui sortent de conflits, mais tout simplement de pays normaux où il y a la paix et où il y a la sécurité, qu'on sache que c'est un droit que l'on vit, que l'on veut vivre. Et on veut exercer notre droit à aller ailleurs, là où l'on veut. Seulement, il y a du travail du côté des pays africains et des pays du Sud, quant à l'éducation de la population, quant à l'organisation également de la mobilité dans nos différents pays, pour que les obstacles que l'on met à la mobilité soient des obstacles connus, expliqués et reconnus par tout le monde, et que nos enfants ne prennent pas les pirogues, mais alors par centaines, par 200, par 300 personnes, et que ces jeunes se terminent au fond de la Méditerranée, ou alors sont vendus en Libye dans des prisons absolument connues, et ces centres fermés sont des prisons et gérés par des Libyens, où les Africains au sud du Sahara sont vendus comme des esclaves il y a une centaine d'années. Voilà ce qu'il faut dire. Et il faut avoir le courage de le dire. Moi, je n'ai absolument pas honte de dire que voilà comment ces gens-là traitent nos ressortissants, et y compris nos propres pays africains qui ne jouent pas le jeu, qui ne font pas leur travail, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et il faut qu'ils sachent que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible qu'on laisse les enfants partir sans leur dire les dangers qu'ils courent. Ce n'est pas possible que des jeunes Sénégalais entre 15 et 20 ans, y compris même des étudiants, et c'est ça qui est vraiment ce qui fait déborder le vase. Des étudiants meurent en Méditerranée parce que tout simplement, ils pensent qu'avec une pirogue qui n'a pas les moyens de géolocalisation correcte, avec des gens qui sont des piroguiers, tout simplement de pêche, eh bien, ils peuvent traverser la Méditerranée et ne pas se préoccuper de leur visa, de passeport, de papier. C'est des situations inadmissibles. Et tout cela fait partie de la gestion de la migration. Donc, parler aux populations, avoir une attitude didactique et pédagogique claire, qui puisse éclairer la vie et le sentiment de ces jeunes qui pensent que, bon, moi j'ai pris ma valise, j'ai pris l'avion, je suis allé à Québec, j'ai tenu une réunion où je suis allé pour quelque temps chez vous et je suis revenu. On vous regarde se demandant, mais pourquoi tu es revenu? Pourquoi? Etc. Alors que nous, ça fait partie de notre vie. Aller et venir comme nous l'entendons, avec des documents appropriés, les documents réels, avoir un discours qui vous intéresse, un discours qui vous fera changer de regard par rapport à nous. Et c'est notre travail, c'est notre militantisme de tous les jours depuis que je suis Ndoro. Absolument. La mobilité est tellement un privilège, on l'oublie souvent. Je ne voudrais pas abuser de mon privilège justement d'animatrice. Je vais arrêter là les questions et je vais prendre peut-être les questions du public. Je ne sais pas si Marie-Sophie, de ton côté, tu avais nos collègues qui sont aux réseaux sociaux. Oui, Marie-Sophie. Est-ce qu'il y avait des questions de ton bord? Oui. On n'entend pas bien, je n'entends pas très bien. Voilà. Le son est faible. 1, 2, test. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait.
Hey, bonjour tout le monde. Oui, on a une question du Oui. public et c'est une excellente question. Puis peut-être qu'on pourrait prendre aussi les deux autres questions de nos collègues qui sont sur Zoom et après ça, laisser nos deux invités répondre si elles sont à l'aise. Et je pense que c'est une question que plusieurs personnes se posent. C'est quelles sont les pistes de solutions concrètes afin d'améliorer l'inclusion des personnes migrantes et réfugiées en société? Et est-ce que notamment une meilleure reconnaissance et un meilleur soutien aux organismes et aux initiatives communautaires de personnes migrantes et réfugiées par les gouvernements? Donc, ça devrait être une priorité de mieux soutenir et de mieux reconnaître les organismes communautaires et les initiatives communautaires, tant dans les pays ailleurs qu'ici. Les groupes qu'on a ici au Québec puis au Canada, on a quand même un réseau riche de groupes communautaires dont Marie-Claire travaille avec plusieurs d'entre eux et elle. Donc, est-ce que les reconnaître et les soutenir davantage devrait être une priorité pour favoriser l'inclusion? Est-ce Oui. que tu veux nous donner toutes les questions, Marie-Sophie, comme ça on... Moi, c'était la seule que j'avais ici sur la section commentaires et je sais qu'on a deux autres personnes en Zoom qui vont peut-être avoir une question à poser à nos invités, mais on pourrait y revenir puis je vous laisse gérer ça. OK, parfait. Veux-tu qu'on prenne toutes les questions en même temps puis donner la parole à nos invités pour y répondre? Ça dépend quelle est la préférence de nos invités. Comme vous voulez. Oui, moi, ça me dérange pas. Cette première question, elle s'adresse davantage à Marie-Claire. Mais moi, je voudrais ajouter que pour l'inclusion, travailler seulement au niveau du Québec ne me semble pas suffisant. Je crois que le travail aussi dans le pays d'origine est important. Comment profiler le migrant pour qu'il y ait le moins de choc possible entre son arrivée, le moment de son arrivée sur un territoire étranger et les pratiques étrangères auxquelles ce migrant n'a pas l'habitude de se confronter. Ça, c'est un travail qui se fait en amont et dans le pays d'origine, je pense. Alors, je ne sais pas quels sont les liens que vous avez, soit intergouvernementaux, soit organisations communautaires, mais je pense que c'est à faire en dehors du fait que, effectivement, le gouvernement pourrait renforcer les capacités des organisations communautaires pour recevoir les demandeurs d'asile, les migrants, même des migrants réguliers. Vous pouvez avoir des migrants réguliers qui ont des soucis et des difficultés ponctuelles et que ces organisations communautaires peuvent aider à régler. Marie-Claire, je ne sais pas si tu avais... Absolument. En fait, vous l'avez très bien souligné. C'est qu'au niveau, tous ceux qui sont en interface directe avec cette population interpellent par rapport au fait, je pense entre autres à une enseignante qui l'a très bien dit, Marie-Claire, et avec tous les formatrices avec qui on était, en comprenant la réalité de ceux qui arrivent, réaliser tout de suite qu'il faut mieux les accueillir. Mais pour qu'ils les accueillent mieux, il faut des conditions à mettre en place. Et ces conditions nécessitent de travailler au niveau des décideurs aussi. Comme je disais tout à l'heure, il y a une préparation pour ceux qui arrivent et aussi mettre au centre les personnes concernées dans tout ce qu'on est en train de mettre en place au niveau des pratiques, au niveau des décideurs et au niveau politique et au niveau des programmes. Parce que c'est ça aussi qui est particulier, c'est que dans ce qui est proposé, il y a beaucoup du top-down. Et là, moi, je pense que partir de la base est essentiel et le Québec a une histoire au niveau de l'action communautaire autonome très intéressante. Et aussi, dans les pratiques qui sont développées, inclusives, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est des initiatives qui sont peu ou pas documentées. Je pense qu'au niveau de la pérennisation, on a besoin de créer des espaces pour apprendre des pays du Sud, effectivement, et aussi d'ici, parce qu'il y a des initiatives intéressantes qui sont inspirantes, mais qui sont peu documentées et au niveau pérenne non plus, il n'y en a pas. L'autre chose aussi, c'est que plus on a le pouvoir, plus on est loin de cette réalité. Parce que dans la société, il ne faut pas se les cacher,
nos programmes d'accès à l'égalité ne fonctionnent pas nécessairement au plein potentiel. Donc, la diversité qui nous arrive, qu'elle soit scolarisée, même de deuxième génération, elle se reflète, elle est très peu présente dans plusieurs de nos organisations et très peu présente là où les décisions se prennent. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, nous avons une nécessité de pouvoir comprendre pour pouvoir adapter. Et c'est là où il y a du travail à faire à différents niveaux. Je vous dirais qu'au niveau de la base, moi, je n'ai jamais vu des intervenants qui ne sont pas sensibles parce que très rapidement réalisent que dans les pratiques actuelles, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Parce que comme vous l'aviez dit, ceux qui arrivent vivent des chocs inévitablement. Effectivement, ce serait très bien de commencer à faire du travail en amont. Et tous ceux qui sont en coopération internationale, ce serait vraiment parce que vous êtes sur les terrains directement. Donc, il y aurait moyen de faire un échange et tout. Mais ici, il y a vraiment un travail à faire à différents niveaux. Mais je dirais que c'est plus au niveau du cadre décisionnel et au niveau des programmes et des politiques et documenté. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des espaces de dialogue réels, il en manque à tous les niveaux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des espaces, toutes les pratiques adaptées qu'on a aujourd'hui viennent de là. Alors, il y a des exemples intéressants à différents niveaux avec les enfants, avec les femmes et avec les familles aussi. Merci Marie-Claire. On me signale qu'il y a deux invités avec nous sur Zoom qui vont poser deux questions à nos panélistes. Donc, Sophie Saint-Laurent de l'EUMC et Karine Nassif-Gouin de l'UDEM, donc les deux partenaires de cette journée. Est-ce que vous voulez y aller? Là, on en a deux qui prennent la parole. Donc, Sophie ou Karine. Karine, voulez-vous commencer? Oui. On ne vous entend pas. Je pense que vous avez un problème de son. Je ne vous entends pas, Karine. Je ne sais pas si votre micro est bien branché. M'entendez-vous? Allô? Oui, là, ça fonctionne. Oui, c'est parfait. Ça fonctionne plus maintenant? Oui. Oui? Excusez-moi. Oui. Alors, c'est ça, je suis responsable du certificat en coopération et solidarité internationale à l'Université de Montréal. Oui, là, ça fonctionne. Le programme existe depuis 2007 et a été créé en fait grâce au partenariat, un beau partenariat avec l'ACOSI et ses membres et certaines organisations internationales. Donc, vous comprendrez que dans ce programme, en fait, on travaille avec les professionnels du milieu du réseau de la coopération internationale et de la solidarité. Et donc, ces professionnels essayent de faire un pont entre la recherche et le terrain. Donc, je suis très, très émue ce soir. Je vais vous dire pourquoi. Madame Ndaye, on s'est rencontrés une fois, il y a très longtemps, en 1999, en fait, à OIM. Vous étiez nommée directrice générale adjointe et moi, j'étais stagiaire. Donc, j'étais dans le bureau à côté pendant quelques jours. Pour moi, c'est très touchant parce que j'étais bien contente de vous rencontrer. J'étais toute jeune, j'avais plein d'espoir. Et en fait, OIM m'a ouvert la possibilité de travailler dans le milieu des organisations internationales. Et donc, à chaque fois, j'ai quelque chose, il y a un petit resserrement de mon cœur là, par rapport à OIM et aussi par rapport à vous, parce que vous étiez la première personne que j'ai rencontrée. Voilà. Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Il y a quelqu'un qui existe de l'autre côté. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ben, je suis ravie de vous rencontrer. Ah, merci. C'est combien d'années? C'était en 99, donc. C'est ça. Je pense que vous êtes rentré en septembre 99 comme moi. Voilà, vous vous rendez compte. Mais je suis ravie de vous rencontrer. Alors, c'est ma question? Combien d'années? C'était en 99. C'est ça. Je pense que vous êtes rentré en septembre 99 comme moi. Alors, ma question, si vous avez quelque chose.
Oui, il y a comme un écho qu'on entend en même temps. Est-ce que vous avez un appareil? Est-ce que vous visionnez en même temps le live? C'est bon? Est-ce que c'est mieux? Oui, là, c'est Oh, parfait. mon Dieu, Merci. Alors, désolée. C'est ça, donc au-delà de ma vie, de mon expérience, j'avais une question, en fait, j'ai une question aussi à Madame Rufagari concernant, en fait, l'éducation. Vous mentionnez beaucoup l'éducation comme étant une solution, une opportunité. Je ne pourrais pas le contredire, je travaille à l'Université de Montréal, mais on a beaucoup de questions concernant, en fait, vous avez énoncé quelques pistes par rapport justement à comment on peut créer cette coopération, puis comment on peut créer cette solidarité entre les peuples, entre les individus. Donc, je voulais avoir votre input, comme on dit en bon français, de voir un peu comment vous voyez ce projet de solidarité, comment on peut sensibiliser nos étudiants et qui viennent de partout dans le monde d'ailleurs, qui se réunissent en salle de classe, qui se découvrent. Et même si on arrive à, grâce à cette mixité, avoir des témoignages, partir des minorités, comme vous dites, ou partir partir des histoires de vie, des parcours, ça ne fonctionne pas toujours, on ne se le cachera pas. Fait que j'aimerais avoir un peu, peut-être des idées, ou peut-être des expériences que vous avez réussi à dépasser et tourner en positif pour qu'on soit, comme vous disiez, Madame Rufagari tantôt, pour faire partie de la solution et non pas du problème, d'autant plus qu'on est en salle de classe et qu'on est dans une université. Elle est très pertinente, votre question, parce qu'en fait, une des premières personnes qui m'a beaucoup inspirée, c'est une dame qui s'appelle Margalit Cohen-Emerick, qui a travaillé sur l'approche interculturelle, mais pas avec une vision culturaliste. Parce qu'au départ, elle pose l'interaction. En fait, c'est intéressant, elle s'est beaucoup intéressée à l'interaction. Elle, en France, d'origine juive et tunisienne, psychologue, elle se retrouvait beaucoup avec des questions qu'on a aussi ici, où les personnes appelaient pour demander des formations sur la culture juive. Elle allait, les gens étaient fascinés, mais après, zéro changement. Il y avait beaucoup d'enseignants et des travailleurs sociaux. Elle a commencé à se poser des questions. Et à un moment donné, elle a analysé avec une autre qui était ici à Montréal, Janine Hall, qui a travaillé aussi à l'Université de Montréal. Et c'est intéressant, lorsque nous nous rencontrons, ce n'est pas juste des individus qui se rencontrent. Ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, tout à l'heure, Madame Ndiaye, le professeur Ndiaye nous disait combien, quand elle est arrivée, alors qu'elle était la chef de la délégation, tout de suite, le douanier ne pouvait même pas l'imaginer. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on se rencontre, qu'on ne se connaît pas, c'est clair que les préjugés, les stéréotypes qu'on porte vont prendre toute la place. Et malheureusement, c'est ça qui va nous amener à poser des conclusions ou des choses intéressantes. Alors nous, ce qui nous a intéressé, qu'elle a amené, c'est de dire qu'en fait, lorsque nous sommes dans une interaction, il y a des rapports de pouvoir. Il y a aussi des contentieux entre les peuples. Ça dit qu'on ne peut pas se rencontrer sans que la question de la colonisation, même si on n'était pas né à cette époque, ne soit présente. La question de l'esclavage, la question de rapport de pouvoir aussi comme intervenant ou comme... Et là, ce qui est intéressant, quand ils ont analysé les chocs, alors les chocs qu'on analyse, ce n'est pas les chocs des nouveaux arrivants, parce qu'ils en ont par définition. Nous, les chocs qui nous intéressent, c'est les chocs des professionnels et des intervenants. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'en analysant le choc, elle a démontré qu'en fait, il suffit qu'une ou deux de nos identités soient menacées, on est en mode protection. Et quand on est en mode protection, on est en mode fermeture. Lorsqu'on écoute l'autre, on ne l'écoute pas vraiment. Et même les interventions peuvent se poursuivre dans le sens inverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'elle nous a amené, c'est que lorsque nous nous rencontrons, par exemple, si je suis avec Marie-Sophie et que je me pose des questions sur Marie-Sophie, je devrais plutôt me poser des questions sur moi d'abord. C'est-à-dire, lorsque je suis déstabilisée, c'est important que je puisse être consciente de tout ce que je porte. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit de ma trajectoire un peu. C'est grâce au Québec.
C'est-à-dire qu'en fait, ma partie du Rwanda, c'est grâce aux Congolais que je la connais. Ma partie congolaise, c'est grâce aux Rwandais. Ma partie, les deux, et ma partie par rapport à la Belgique, c'est grâce aux Québécois. Et deviner ma partie québécoise qui me permet de la découvrir aujourd'hui, c'est mes frères et sœurs quand je vais au Rwanda. Parce que ça veut dire que la culture n'est pas statique. La culture bouge. Et ça, c'est important de le voir aussi parce que même les enfants qui naissent ici ne portent pas la même chose que leurs parents. Alors, la clé, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, cette rencontre permet, je vais paraphraser une travailleuse sociale qui m'a dit, tu sais, Marie-Claire, à partir du moment où j'ai participé aux formations sur le choc, la première personne que j'ai connue le plus, c'est mieux, et ça m'aide dans mes relations avec n'importe qui, même au sein de mon réseau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la partie qui devrait nous intéresser, c'est la partie de l'interaction, pas uniquement du témoignage. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'on est en lien et qu'on ne se comprend pas, il y a beaucoup de malentendus et des quiproquos. J'ai enseigné à l'UQAM un cours qui s'appelle « Modèle d'intervention et relations interethniques ». Quand j'ai vu que les futurs travailleurs sociaux qui étaient dans mon cours étaient à Montréal, mais ne rencontraient pas vraiment des personnes immigrantes, ça m'avait troublée parce que je me disais, toutes les approches ont des forces et des limites. Ce qui va être essentiel, c'est la capacité justement d'être en interaction et d'être en lien. Le premier examen, je leur ai dit à toutes et tous, vous allez me trouver quelqu'un qui est arrivé même les 10 dernières années et je vais connaître sa trajectoire. Tout à l'heure, professeur Ndiaye a parlé que l'immigration, c'est aussi des projets. Je dis, je veux savoir je leur ai demandé 10 pages. Heureusement que je leur ai dit 10 pages, sinon j'en aurais eu des centaines. Mais ce que les étudiants m'ont dit, m'a frappé, m'ont dit, Marie-Claire, on ne s'imaginait pas que les gens pouvaient se rappeler comme si c'était hier ce qui s'est passé, ce qui est important. Et ça, c'est essentiel de voir aussi, parce que les immigrants nous posent la question, pourquoi les gens s'intéressent ici à notre arrivée, alors qu'on arrive avec des histoires. On a travaillé dans nos sociétés. En fait, toutes les questions que nous nous posons sur les personnes qui arrivent, c'est les meilleures personnes pour nous en parler. Mais pour ça, il faut qu'on puisse créer des liens et être à l'aise pour pouvoir poser des questions d'intérêt et de curiosité. Vous êtes dans le cours. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux façons de fonctionner du Québec et à l'histoire du Québec, vous êtes les mieux placés pour pouvoir la partager. Leur histoire à eux, ils sont bien placés pour pouvoir le partager. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire de l'autre, inévitablement, l'autre s'intéresse à notre histoire. Et je terminerai par dire, en fait, j'ai découvert, grâce à ces formations, que une des histoires qui est la moins bien connue, c'est l'histoire du Québec. J'ai découvert l'histoire du Québec en même temps que beaucoup de jeunes. Et je pense que ce serait intéressant de pouvoir créer des espaces par rapport à partager les histoires, autant celles du Québec que celles de ceux qui y arrivent d'ailleurs. Merci Marie-Claire. Sophie? Oui, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier la COSI et les deux panélistes ainsi que la Bronze pour leur présentation ce soir. C'était extrêmement intéressant. Donc, je suis ici pour représenter l'Entraide universitaire mondiale du Canada, EUMC, qui est en fait un organisme de coopération internationale sans but lucratif qui œuvre à la création de solutions axées sur les jeunes, donc plus particulièrement au niveau des femmes et au niveau des réfugiés, pour bâtir un monde qui est plus inclusif et égalitaire à travers l'accès à l'éducation, l'accès aux opportunités économiques et le renforcement des capacités. Et on est présent dans plus de 15 pays à travers le monde. Et ce que vous avez présenté ce soir vient vraiment rejoindre le travail qu'on fait au niveau de l'éducation, au niveau du renforcement des capacités, au niveau du travail qu'on fait auprès des personnes réfugiées. Parce que l'un des objectifs de l'EUMC, c'est vraiment de contribuer au développement et à l'accessibilité de solutions durables pour les réfugiés. Donc, on parle de retour volontaire qui est sécuritaire dans le pays d'origine, l'intégration dans la communauté d'accueil du pays d'asile, la réinstallation dans un pays tiers tel que le Canada, le Québec. Et vous l'avez mentionné, en termes politiques, il y a un rôle extrêmement important que les pays doivent jouer dans l'accueil des migrants, surtout au niveau de la réinstallation.
quand on parle des pays du Nord, parce que juste en 2019, c'est moins de 1% des 26 millions de réfugiés qui ont été recensés par le Haut-Commissariat des Nations Unies qui ont eu accès à la réinstallation dans un pays tiers. Si on veut être précis, c'est 0,5% de tous les réfugiés qui ont accès à la réinstallation. Donc, en fait, la question qu'on avait pour vous, c'est comment est-ce qu'on peut agir pour que le Québec devienne plus ouvert à l'accueil de personnes réfugiées, pas nécessairement du côté politique, parce que vous y avez déjà touché, je suis très heureuse d'entendre vos commentaires à ce niveau-là, mais au niveau de l'accueil de la communauté, donc des Québécois, Québécoises, des personnes qui sont au Québec, pour qu'on devienne vraiment une communauté qui est plus accueillante partout à travers la province, mais qu'on permette à tous les nouvelles arrivants d'avoir une expérience qui est exempte de racisme, une expérience qui est exempte de discrimination, d'exclusion, de préjugés. Donc, comme vous l'avez mentionné, d'être accueillis comme des êtres humains, comme des personnes qui vivent, qui sont, peu importe la couleur de peau, peu importe l'origine, peu importe l'histoire, la personnalité. Donc, qu'on ne soit pas identifié comme étant un statut réfugié, régulier, irrégulier, migrant économique, migrants volontaires, réunification familiale, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler au niveau communautaire, au niveau de la compréhension des personnes pour vraiment bâtir des sociétés qui sont plus accueillantes pour toutes les personnes migrantes? Très intéressante aussi cette question. Lorsque le citoyen en nous est déstabilisé, le professionnel l'est, le politicien l'est, le gestionnaire l'est. Alors, je vous parlais des espaces de dialogue réels. C'est que ça fait, par exemple, actuellement, les intervenants de toute origine québécoise issus de l'immigration, une des premières réalités et consciences dont tout le monde réalise, c'est que chaque personne peut potentiellement exclure. Et là, c'est la première fois, en fait, que les gens réalisent, parce que normalement, en venant, c'est par rapport à s'intéresser à l'autre, pourquoi il fait ci, pourquoi il participe pas, et tout le reste. Mais quand ils réalisent qu'en fait, au niveau de l'exclusion, ils y participent aussi, inévitablement, il y a des changements. Maintenant, comme vous l'avez nommé, pour travailler sur ces questions-là, avec, malheureusement, au niveau... Parce que si on n'a jamais immigré, et qu'on n'est pas impliqué au niveau de l'immigration, qui nous parle de l'immigration? C'est dans nos médias et nos politiciens. Alors vous voyez, ça veut dire que toute personne qui veut comprendre aujourd'hui n'a pas vraiment un espace pour poser ses vraies questions. Parce que c'est ça, un espace de dialogue réel, c'est que les gens ont la permission de poser leurs vraies questions et de pouvoir avoir des vraies réponses. Alors, un outil puissant que je trouve, c'est l'art. Beaucoup de nos intervenants maintenant utilisent le théâtre forum. C'est incroyable ce que ça produit, parce que le fait qu'elles prennent des situations réelles, mais les jouent. Tout l'auditoire réalise. Alors moi, je l'ai vu récemment, il y a un organisme justement qui travaille avec les réfugiés réinstallés, pour ses 40 ans, a décidé d'avoir une rencontre avec tout le monde. Et c'était, et vous devinez le thème, c'était des personnes immigrantes et réfugiées, des parcours à découvrir. Et dans la salle, il y avait autant de réfugiés que des professionnels de différents domaines. C'est du monde qui ne se rencontre jamais, normalement, sur une base horizontale. Alors, qu'est-ce que ça faisait? C'est que tout le monde était là, assistait et jouait si on veut. Mais c'était non seulement ludique, mais aussi instructif. Et qu'est-ce que ça fait? Ça déclenche que les gens posent des vraies questions. Et là, on peut adresser ces questions et inévitablement, je voudrais que toutes les pratiques adaptées qu'on a aujourd'hui viennent de là. Sans rencontre, sans prise de conscience, en fait, l'interaction, c'est ça qu'elle permet. Elle permet de pouvoir se comprendre. Alors, comprendre ne veut pas dire adhérer. Mais souvent, on ne se donne pas la permission de comprendre parce qu'on pense que si on comprend telle attitude ou telle chose qui nous dérange, on va accepter telle... Mais c'est exactement l'inverse. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir... Vous parlez des communautés, justement, ça veut dire qu'il faut
que les personnes se rencontrent et les solutions doivent faire du sens pour les natifs et pour ceux qui arrivent. Et je peux vous dire que c'est un terreau tellement fertile que c'est pour ça que je parlais des initiatives à documenter. Je pense que ça serait vraiment intéressant de documenter ces initiatives, mais c'est un potentiel incroyable. Merci Marie-Claire. Professeur Ndiaye va devoir nous quitter malheureusement parce qu'il se fait vraiment tard du côté de chez elle. Donc, je vais peut-être vous céder le micro pour un petit mot de la fin. Encore un énorme merci pour votre participation. Merci infiniment à vous aussi, Amel et à Lakossi. J'ai un très, très grand plaisir à revoir l'une des co-présidentes. Et vraiment, je ne connaissais pas Madame Thomas, je la découvre, mais c'était avec un grand, grand plaisir que j'ai contribué à ce. Et puis, je me suis mise à réfléchir avant de faire mon texte. Finalement, comme Lakossi a eu l'amabilité de m'interpeller il y a un moment déjà, je crois il y a 4 semaines, il y a un mois au moins, j'ai pu donc un petit peu discuter de ce problème. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est l'humanité et la migration. Et je n'ai trouvé que ce dernier cri du cœur que j'ai mis sur le papier, sur les différences quand on migre, que même au niveau de la mobilité, il y a cette différence qu'on nous fait toujours voir, qu'on met toujours en exergue dans les rapports avec les gens, cette différence qui rend difficile l'inclusion, qui rend difficile l'intégration des populations. Et je me dis qu'il y a encore tellement de travail à faire. Il y a tellement de choses à faire encore. Et vous, plus jeune, vous qui êtes jeune, je vous assure qu'en regardant un petit peu en arrière et les combats que nous avons menés pour ne serait-ce qu'arriver à poser le problème, à élucider le problème, à le poser, à le sentir, c'est vrai, mais à l'exprimer pour que ce soit quelque chose de compréhensible que l'on peut partager avec la personne qui est en face de soi ou le groupe qui est avec toi. C'est du travail. Mais je pense que si on réussit nos politiques migratoires, on arrivera à régler une bonne partie des problèmes de développement dans nos pays. Parce que, comme je l'ai dit dans mon texte, que je vous envoie, d'ailleurs, j'enverrai à Madame Villeneuve demain mon texte, et comme on l'a vu, c'est parce que on n'arrive pas à donner les réponses qu'il faut aux questions que se posent les gens. Qu'est-ce qui empêche aux gens de pouvoir se mouvoir comme il se doit, aller à un endroit et faire ce qu'on a à faire et revenir? On n'a pas besoin de s'installer. Et même si on avait besoin de s'installer, qu'est-ce qui empêche que les règles du pays d'accueil puissent être assez favorables pour que les gens puissent s'installer? Et comme fait Marie-Claire, que les gens puissent se reconnaître dans vos us et coutumes, avec votre culture, et que le fait d'avoir 5 cultures différentes, et parce qu'elle en a 5 de cultures différentes, elle, Marie-Claire, de ce que j'ai entendu, eh bien, ça ne fait que de l'enrichissement. Un de mes présidents disait que l'avenir est dans le métissage. Donc, on n'aura pas pris ici et là, on n'aura pas mis ça ensemble pour créer une autre personne différente des deux qui ont fait l'origine, eh bien, le monde n'avancera pas. Mais moi, je veux être optimiste. Je veux y croire. Je crois que mon pays, les pays africains, vont finir par s'asseoir, par décider qu'une politique migratoire, ça se définit, ça se partage. Une politique migratoire, ça règle les problèmes de migration, ça n'en rajoute pas. Et ils accepteront, at the end of the day, de formuler des politiques migratoires qui en vaillent la peine. Je reste à votre disposition. Hein, je suis encore là. On ne voyage pas. Je crois que on est encore pour un moment au pays. Et s'il y avait des questions à partager par Zoom, je suis prête. Merci infiniment.
Merci, professeur. Malgré la distance et le confinement, d'avoir rendu cet espace d'échange Merci, merci possible. infiniment. Ça nous a fait beaucoup de bien. Bonsoir. Bonsoir. Je vais céder donc maintenant la parole s'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si on en a reçu entre-temps du public, mais ce serait le moment de céder la parole à Madame Michèle Asselin, directrice de la COSI. Marie-Sophie, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Il me semble que non. Non, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Okay, parfait. Donc, la parole est à vous, Madame Asselin. Alors, mais merci infiniment pour cette soirée de réflexion et de contribution à amener notre réflexion à un élargissement du dialogue. J'ai plein de mots, plein de réflexions qui me sont venues en entendant nos deux invités, Marie-Claire Rufus-Gary et Joro Ndiaye, qui ont accepté généreusement de partager leurs idées avec nous. Alors, je voudrais, au nom de notre association, vous remercier du fond du cœur. Vous nous amenez des réflexions et vous nous amenez à ouvrir une discussion à poursuivre. Alors, nous serons présentes et présents pour poursuivre cette discussion. Si, comme moi, vous voulez faire une différence, on doit aller à la rencontre, écouter, donner la parole, mais on peut poser aussi un geste citoyen. C'est ce que je vous invite à faire en signant notre lettre au premier ministre du Canada, M. Trudeau, parce que comme État canadien, on pourrait en faire davantage. Alors donc, vous allez sur le site web des Journées québécoises, JQSI. Ma collègue Catherine a dû mettre déjà dans la boîte de conversation la référence. Signez cette lettre si vous êtes d'accord avec ce qu'on y revendique. Et surtout, bien, demandez à vos amis par vos réseaux sociaux à la signer aussi. Alors, Amel, est-ce que je continue mes remerciements ou je reviens après la prestation de notre porte-parole, la Bronze? C'est comme vous le souhaitez. Peut-être que, parce que c'est toujours bien de finir par la musique, plus que par des remerciements, ben, je vais continuer les remerciements et puis on pourrait finir la soirée avec la soirée, l'après-midi. C'est parce qu'il fait tellement noir ici au Québec, là, à cette heure-ci. J'ai l'impression qu'on est en soirée. Alors, je voudrais justement remercier la Bronze d'avoir accepté d'être porte-parole de cette édition des Journées québécoises de la solidarité. Je voudrais aussi remercier la ministre, Madame Nadine Giraud, ainsi que l'équipe du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Merci particulier à l'Entraide universitaire mondiale du Canada. Merci, Sophie Saint-Laurent. Merci aussi à un allié de longue date, l'Université de Montréal, en particulier Madame Catherine Nassif-Gouin. Merci à toute l'équipe de Web TV, Coop. Il y a eu des difficultés techniques, on les a traversées. On est très heureuse et heureux qu'on ait pu avoir cette activité grâce à votre soutien. Merci à toutes les organisations membres de la COSI, sans qui cette programmation des JQSI ne serait pas possible. Il reste encore plusieurs activités intéressantes aux quatre coins du Québec. Comme elles sont en virtuel, ben, vous pouvez y assister, peu importe où vous habitez. Et je voudrais quand même prendre quelques secondes pour remercier l'équipe de la COSI, particulièrement Marie-Sophie Villeneuve qui coordonne les JQSI, et aussi l'équipe des communications de la COSI, Hélène Gobeil et Catherine Gagné. Merci à vous trois pour tout votre engagement à faire de ces Journées québécoises un succès. Et enfin, puisque je ne reviendrai pas, je voudrais vous remercier vivement, Amel Zaza, pour votre animation. Merci, vous avez fait de cette activité une activité des plus intéressantes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et
écoutons maintenant la bronze. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi. Depuis que je sais que tu n'es que moi, j'ai assez de lucidité pour croire en la magie. J'ai vu que tu pensais tout ce que tu ne m'as pas dit. Notre forêt est une bonne métaphore pour tout. Les arbres s'isolaient pour regarder notre amour. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi. Depuis que je sais que tu n'es que moi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi, surtout pas de toi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi. Depuis que je sais que tu n'es que moi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi, surtout pas de toi. Tous les mots sont morts, c'est l'épidémie. On a survécu, c'est pour l'épiphanie. J'ai tué tous les monstres du placard. J'ai fait l'amour à tous les trous noirs, brûlé toutes les lettres des vieux tiroirs. Maintenant la voie est libre pour se boire. J'ai assez de lucidité pour croire en la magie. J'ai vu que tu pensais tout ce que tu ne m'as pas dit. Notre forêt est une bonne métaphore pour tout. Les arbres s'isolaient pour regarder notre amour. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi. Depuis que je sais que tu n'es que moi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi, surtout pas de toi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi. Depuis que je sais que tu n'es que moi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi, car tu n'es que moi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi. Depuis que je sais que tu n'es que moi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi, surtout pas de toi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi. Depuis que je sais que tu n'es que moi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi, car tu n'es que moi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi, surtout pas de toi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi. Je n'ai peur de rien, surtout pas de toi, surtout pas de toi. Merci, la bronze, sur cette note musicale. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci à vous pour votre patience malgré les soucis techniques. Nous allons poster un petit sondage qui va nous permettre de savoir votre appréciation de la soirée. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour le remplir. Encore un énorme merci à nos panélistes, à toute l'équipe de la COSI pour l'organisation, à ses partenaires et à la prochaine.